Bienvenue dans le 56cast numéro 23 au programme. Cette semaine, nous allons parler de Google+, peut-être pour la dernière fois parce que Google+ va mourir. Pardon. On va aussi parler dans le potager du web d'une découverte dans le désert du Nouveau-Mexique à Alamogordo, plus particulièrement de vieilles cassettes, cartouches de E.T. pour Atari 2600. Il y a toute une histoire derrière, une rumeur, ça a beaucoup fait parler de ce week-end. Hein, tu sais. Oui, mais c'est vrai, mais bon, comme ça. Et enfin, dans le quartier libre, on a le plaisir d'accueillir Laurent Seguin, qui est donc le président de l'AFUL, l'association francophone, c'est ça, des utilisateurs de logiciels libres, et tu vas venir nous parler du logiciel libre d'une manière générale, de là où on en est, parce que tu as écrit une tribune logiciel libre, fier du chemin parcouru, n'en sous-estimons pas les obstacles. Voilà, c'est grosso modo, on a fait pas mal de chemin. Et celui qui en sommaire, hein. Oui, bon, ça va, je prends mon temps. Il y en a marre de se presser aussi, dans la vie, comme ça, il faut prendre son temps. Vrai, t'as raison. Voilà. Moi, je suis pour le slow-mo. Tu vois. Bref, donc et de tous les dérivés, enfin voilà, il y a des choses un peu dangereuses qui arrivent autour du logiciel libre. Il y a des choses qui se passent. Il y a des choses qui se passent et on reviendra là-dessus. Et de quoi on ne va pas parler. Tu vois maintenant. Hop. Ouais, on va pas parler de Street View. Parce que sur Street View, maintenant, on peut comparer les... Non seulement on a la date des photos qu'on voit, des rues, mais en plus, on peut retourner dans le temps pour voir les premières photos que Google avait prises. Et il y a des immeubles qui n'étaient pas construits, puis qui sont construits après, donc c'est un petit peu rigolo. Et on va pas en parler. On va pas parler de Xavier Niel, le boss de Free qui a racheté Monaco Télécom. Il devient l'actionnaire principal et l'unique opérateur monégasque. Sinon, Libération est avant. Non, je plaisante. Ça va pas. Microsoft est désormais officiellement propriétaire de la division téléphone et services de Nokia. Pour quoi? C'est quoi ça? Oui, en fait, c'est officiel. Il l'avait racheté en septembre, donc pour 5,44 milliards de dollars. Ce qui coûte 5,44 milliards de dollars, c'est la division téléphone et services, c'est pas tout Nokia. Oui, c'est ça. D'accord. Enfin, je crois. Voilà. Enfin, de toute façon, on va pas C'est en ce qui est parler. écrit, quoi. Le gouvernement danois, ce cher gouvernement danois, a mis à disposition des serveurs avec la carte du Danemark à l'échelle 1:1, reproduit dans Minecraft. Oui. Mais en fait, ils l'ont pas fait évidemment bloc par bloc, t'imagines? Ils ont fait leur petit personnage, il y a des fonctionnaires du gouvernement Je danois. te soupçonne d'avoir une Google Alert Minecraft, en fait. Pas du tout. Et donc, en fait, les gens peuvent se connecter sur les serveurs. Ça a été généré à partir des données open data disponibles au Danemark. Et en fait, donc le serveur est accessible, les gens peuvent reconstruire des choses, etc. Il y a juste le TNT qui est désactivé parce qu'il faut pas déconner. Oui. Pas la télé. Le truc qui fait exploser des... Oui, voilà, le TNT, voilà. Et il n'y a pas les ennemis aussi, voilà, il n'y a pas les ennemis. Alors là, ce qui est génial, c'est que dans la news que t'as copiée, ça commence par « Le géant informatique confirme... » Mais alors qui? On Je te sait rappelle pas. que c'est toi qui l'as mis. Ah non. Ah si. T'es sûr? Oui. Ah ouais. Si, c'est ça. Si, c'était Google. Voilà. Donc, Google avoue pour la première fois être... Pardon. Ah, c'est bien, c'est non-news, c'est bien, on est bien là ensemble, c'est cool. Google avoue pour la première fois être l'objet d'une procédure du fisc français. Il a provisionné des fonds en vue de son redressement qui pourrait atteindre le milliard d'euros. Voilà. Il espère payer moins, mais il a quand même réservé au cas où. Netflix, nos amis de Netflix qui vont peut-être bientôt s'installer au Luxembourg pour diffuser en France, évidemment. Ils regarderaient de près les technologies peer-to-peer pour gérer leur bande passante. On a envie de dire, il est temps, hein, voilà. Bah ça paraît logique, quoi. Oui. Et la désormais traditionnelle non-news dont on a lu que le titre et ça nous a bien fait rire même si on n'a rien compris. Withings, ou Withings, ou un truc comme ça, améliore son capteur d'activité avec le Pulse 02. Bravo. On a envie de dire, bravo. Ouais. Et maintenant, c'est l'actu. Il s'est passé un truc vendredi dernier, le 25 avril. Quelqu'un a posté un message sur Google+. Et surtout... Il a été lu. Et il a été lu. C'est deux trucs en même temps. Et là, les gens ont fait des articles dessus. Pourquoi? Parce que c'était le patron de Google+. Alors, il l'aurait bien écrit sur Facebook pour qu'il y ait plus de gens qui le lisent, mais il était un petit peu obligé professionnellement de l'écrire sur Google+. Il a écrit « Je démissionne !» Et il n'a pas dit pourquoi. Et ça, c'est bizarre. Parce que Google+, c'était un petit peu son bébé. Ce monsieur qui s'appelle Vic Gundotra était là depuis 2007 chez Google. Et en fait, donc, ça fait...
2014-2007. 7 ans. 7 ans, qui s'occupe de Google+. C'est lui qui a fait toutes les récentes évolutions. Le fait qu'ils ont essayé de copier Facebook avec les mêmes fonctionnalités, qu'après ils l'ont entièrement relooké pour que ça soit beau, sobre et que ça ressemble moins à Facebook. C'est lui qui a fait les Hangouts, donc les chats vidéo à plusieurs, là. En même temps, là, c'est peut-être le seul truc qui Oui, est incontournable de Google+, c'est c'est la ça, les fonctionnalité Hangouts. qui marche bien. Ça fait pour faire des conf calls, pour faire des... Il y a des stars qui annoncent des trucs comme ça et les fans peuvent suivre en direct la vidéo. Et c'est aussi ce monsieur qui est responsable de tout ce forcing autour de Google+, pour forcer les gens, en fait, à l'utiliser. Par exemple, sur YouTube, maintenant, on peut plus poster un commentaire sans avoir de compte Google+. Sur Gmail, on peut écrire à des gens dont on n'a pas l'adresse email pourvu qu'on les ait dans nos contacts, dans nos cercles Google+. Donc voilà, pour rappel, en ce moment, Google+, ça ressemble à ça. Sauf qu'on entend des rumeurs. En fait, si ce monsieur a démissionné, selon les sources de TechCrunch, c'est parce que Google+ n'est plus considéré par Google comme un produit, mais comme une plateforme. Comme ça, on voit pas trop ce que ça veut dire, mais dans le jargon Google, un service, enfin un produit, un service, c'est quelque chose qu'on vend, on essaye de pousser les gens à s'inscrire dessus, on dit qu'il a tant de millions d'utilisateurs, là, donc c'est bien la preuve que ça marche vachement bien. Et on fait sa pub et on le lance en compétition avec Facebook. Enfin, on le vend comme un Facebook, comme une alternative. Et le but, c'est de doubler les autres. Bon, apparemment, ils auraient arrêté de vouloir se battre contre Facebook parce qu'ils ont bien vu qu'ils n'y arriveraient pas. Et donc, ils veulent que ça soit plutôt une plateforme sur laquelle on vendrait plutôt les différentes fonctionnalités. Genre Hangouts, c'est ça qu'on vendrait maintenant, ça serait ça le produit. Et plus Google+, dans son ensemble. Et Google+, ça serait une sorte de plateforme, notamment sur mobile, un petit peu comme Android, quoi. C'est une base de développement pour les fonctionnalités qu'on a dessus et qui marchent bien. Avec des applications voilà, à par exemple, ils ont des albums photos qui sont cool, qui sont très beaux, qui créent automatiquement des gifs animés quand ils voient plusieurs photos qui se ressemblent. Donc ça serait ça plutôt les services qu'ils essaieraient de pousser, plutôt que Google+ dans son ensemble. Alors bien sûr, Google dément, hein, ils disent bah non, ça n'a aucun rapport avec la stratégie sur Google+, sa démission, il est parti parce qu'il avait envie d'aller en vacances. Et d'ailleurs, on a toujours une équipe super talentueuse qui continuera à faire des super expériences utilisateurs sur Google+, sur les Hangouts et les photos. Alors c'est marrant parce que rien dans leur phrase, dans leur démenti, on voit qu'ils disent Google+, les Hangouts et les photos, comme s'ils avaient déjà sorti ces deux services de la plateforme. Alors qu'ils ont quand même réintégré au forceps les photos dans Google+, qui étaient auparavant dans Picasa. Donc, et là, ils resservent, enfin, ils sortent les deux trucs qui marchent en fait de Google+ pour leur faire vivre leur propre vie. Et d'ailleurs, il y a un indice supplémentaire que la stratégie, ça serait bien ça. C'est toujours selon les sources de TechCrunch. En fait, il y aurait du mouvement physique chez les employés de Google. Ils ont ouvert un nouveau bâtiment dans le Googleplex. Et parmi les 1000 employés de chez Google+, ils sont 1000 juste sur Google+, quoi. C'est un truc de dingue. Il y en aurait une bonne partie, et notamment la team photo et la team Hangouts qui va déménager et qui va aller avec les gens qui travaillent sur Android. Donc à partir de là, s'ils sont pas en train de déshabiller Google+, je sais pas ce qu'ils font. Et on va finir sur une petite vidéo de Emma Blackery qui résume bien le sentiment de tout le monde. Voilà. Beau résumé. Beau résumé. Et donc, avant de, c'est difficile hein, d'enchaîner avec ça. Et ben, on va enchaîner avec une virgule what the fuck. C'est peut-être ce qui est le plus simple. Oui. Ouais, il y a eu quelques fausses notes quand même. Hein. C'est quand même super balèze, quoi. Ah, mon Dieu. C'est un taré, il s'appelle Emile Axelson. Et donc, il fait de la musique en claquant des doigts. C'est quand même fou. Le quartier libre. Et donc, on a mis 23,56 castes alors qu'on a fondé le quartier libre à recevoir Laurent Seguin, président de l'AFUL, donc des utilisateurs de logiciels libres, de l'association francophone des utilisateurs de logiciels libres. Mais bon, ça fait plaisir de te recevoir dans le 56 castes. Et donc on a vu passer donc cette tribune hein, que tu as donnée à un magazine Linux essentiel. Donc, le logiciel libre, fier du chemin parcouru, n'en sous-estimons pas les obstacles.
qu'est-ce qui t'a fait, qu'est-ce qui t'a motivé pour écrire cette tribune-là? Ce qui m'a motivé, c'est ce que je vois du marché du logiciel libre professionnel, et parce que l'AFUL est orienté vers les clients, vers les utilisateurs, donc les utilisateurs qui payent. De temps en temps, on les appelle des clients. Et pendant de nombreuses années, on leur disait prenez du libre, prenez du libre, prenez du libre. Et un jour, il y en a un qui m'a dit j'ai acheté beaucoup de libre et je vois pas la différence. Et là, je me suis dit oula, il y a un problème. Et donc du coup, j'ai été voir ce qu'il avait pris, ses contrats, etc. Et là, je me suis rendu compte en fait que il avait pris que du freemium. Donc le freemium, c'est le logiciel libre, et puis par-dessus, on rajoute des briques qui ne sont pas libres, et donc le tout n'est pas libre. Donc en fait, il pensait acheter du libre, mais en fait, il n'a pas acheté du libre du tout. Et donc du coup, je me suis dit, voilà, il y a un problème de positionnement, il y a quelque chose, et il faut peut-être expliquer ce que c'est. Faut peut-être dire aux autres libristes de faire attention à ce modèle-là et de pas trop le mettre en avant, de mettre plutôt en avant les acteurs respectueux, etc., etc. Donc voilà, ça m'a donné à ça, et surtout, il y a une visibilité du libre aujourd'hui qui est phénoménale. Enfin, c'est partout. Même Microsoft se met à faire du libre, donc c'est quand même phénoménal. Wow. Wow. Et donc, c'est fou ce modèle du freemium dont j'ai découvert l'existence à cette occasion. Donc le but, c'est de pousser les gens, enfin c'est de leur faire découvrir le logiciel via un petit cœur de logiciel assez basique, libre. Et après, le but, c'est de leur faire un peu comme un shareware, adopter la version complète. Mais alors, pourquoi le reste est non libre? C'est quoi l'intérêt pour celui qui développe le logiciel? Eh ben, l'intérêt, il est uniquement financier. C'est-à-dire que le problème du logiciel libre, c'est qu'on ne peut pas faire payer à l'usage. Parce qu'on a la liberté de copier et de redistribuer comme on veut. Et donc, du coup, il faut mettre des barrières. Alors, pourquoi il faut mettre des barrières? C'est ça qui est intéressant, en fait. Il faut regarder au niveau macro. Il y a le mouvement historique du shareware, des années 80-90, fin des années 80, début des années 90, qui est un grand succès. Il y a le mode SaaS, Software as a Service, donc tous les services en ligne, où là aussi il y a du freemium, donc c'est gratuit pour un usage basique et on va payer pour un usage plus fort. Il y a la théorisation du modèle freemium dans les écoles de commerce. Il y a le fait que un éditeur d'un logiciel n'est pas tout seul à faire du service autour de son logiciel. Donc il y a tout un écosystème qui va se créer autour avec des sociétés de services, etc. Et donc du coup, ils peuvent lui capter entièrement le marché. Et donc du coup, l'éditeur se protège et veut faire payer l'usage de certaines briques à forte valeur ajoutée. Et ces briques-là, elles ne peuvent pas être libres. Donc c'est comme ça qu'ils arrivent à verrouiller le truc. C'est un modèle, je trouve, dangereux parce que au final, le client n'a jamais du libre. Et donc, du coup, aucun intérêt, quoi. Il perd tout le bénéfice du libre. Et c'était important de pointer ça parce que ce que tu dis aussi au début de cette tribune, et je trouve qu'il y a un constat relativement partagé par tout le monde, mais c'est que finalement, quand on parle du logiciel libre d'une manière globale, le logiciel libre a gagné en termes de visibilité, en termes d'utilisation aujourd'hui. En termes de production, surtout. En termes de production, quand on regarde tout ce qui est fait en libre, c'est vraiment phénoménal, quoi. Quand je dis même Microsoft s'y met, oui, s'y met .NET et c'est du libre. Google, Android, à la base, c'est du libre. Après, l'Android qu'on a dans son téléphone, c'est autre chose. Mais l'Android qui est développé par Google et qui est publié, oui, c'est du libre. Après, il y a tout un écosystème qui n'est pas très propre et tout ça, mais au moins, c'est du code libre. Apple aussi, c'est à base de libre. Tout le monde se met. Il n'y a qu'à regarder aussi la liste des entreprises qui développent Linux, le noyau. Il y a toutes les entreprises mondiales, quoi. Donc oui, le libre a gagné. Le modèle du libre a gagné sur la coopération, la mutualisation des moyens, la réduction des coûts de développement, etc. Par contre, les libertés des utilisateurs, ça, il y a encore beaucoup de chemin à faire. Et donc voilà, en fait, il y a quelque chose quand j'ai lu, il y avait un côté un peu parasite. Quand tu parles du freemium et de l'autre système qui est l'open core, c'est ça, c'est-à-dire un noyau libre, mais finalement là pour le coup, pour le faire fonctionner, il y a besoin de choses propriétaires, de systèmes propriétaires. Donc c'est deux trucs qui utilisent finalement la vitalité du logiciel libre, mais pour le détourner de sa signification originelle des 5
4-5 règles. 4 règles. Les 4 libertés, pardon. C'est pour détourner finalement de l'esprit du logiciel libre. Bien sûr, c'est le but. Alors, il faut voir aussi qu'il y a eu une scission dans le mouvement du libre en 98 avec la création de l'Open Source Initiative, où là, c'est pas 4 libertés, mais 10 critères de licence. Donc, déjà, c'est un autre esprit, c'est une autre vision. L'Open Source Initiative se place sur les effets de la licence. Donc, il faut respecter les 10 critères que je ne connais pas par cœur, contrairement aux 4 libertés, qui sont plus faciles à retenir. Où là, il y a vraiment, c'est un esprit. On dit pas, ce serait bien de pas obfusquer le code. Voilà, ce genre de critères, non, c'est pas dans le libre. Même si c'est évident que non, on n'obfusque pas son code. C'est vraiment une différence. D'un côté, il y a les productivistes, et de l'autre côté, il y a le mouvement vraiment de libération de l'outil. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a ça. Et les entreprises sont plutôt du côté open source, je dirais. Oui. Parce que elles ont vraiment vu l'avantage de réduction des coûts de R&D par la mutualisation, par le partage, par l'open innovation, etc., etc. Et seulement, il faut faire l'étape d'après, c'est libérer le client. Et voilà. Donc on travaille beaucoup là-dessus. Donc c'est quoi ce qui reste à faire au niveau des droits des utilisateurs, justement? En fait, c'est pas forcément au niveau des droits, c'est plutôt l'éducation de l'utilisateur qui est le plus gros problème et le plus grand défi. C'est d'un côté, les développeurs, ils sont OK de faire du libre. Même les entreprises, globalement, elles s'en fichent. Leur seul but dans la vie, c'est gagner de l'argent. Voilà, ils veulent gagner de l'argent. Donc s'ils arrivent à gagner de l'argent avec du 100% libre, ils n'ont aucune raison de faire autrement. Donc l'idée, c'est de montrer ceux qui font du vrai libre et leur dire, regardez, eux, ça fonctionne, ça marche, c'est du vrai libre, achetez-en. Et plus ils vont marcher dans l'écosystème, plus ils vont avoir de parts de marché, plus ils vont gagner d'argent, plus les autres vont regarder leur dire, ah bah ouais, mais ça marche. Moi aussi, je vais me mettre à faire 100% du libre. Après, il y a un deuxième volet qui est donc l'éducation des utilisateurs. Déjà, nous, en tant qu'utilisateurs, comment on aide le libre, comment on aide les développeurs. À titre perso, jusqu'à l'année dernière, je mettais 30 € par mois dans un logiciel que j'utilisais, un logiciel libre que j'utilisais, donc je donnais aux projets, aux développeurs, un truc comme ça. C'est pas grand-chose, mais c'est toujours ça. Donc si on est 10 000 à le faire, ça commence à être intéressant. Cette année, je donne plus que 10 €, difficultés financières. Mais je fais toujours, voilà, même avec des difficultés financières, je donne toujours. J'ai donné OpenSSH, là, il n'y a pas longtemps. C'est un peu tout le temps au même que je donne parce que j'utilise pas non plus 10 000 logiciels libres. Enfin, peut-être si, je sais pas. C'est pas si, parce que quand on prend GNU Linux, il y a beaucoup. Oui, c'est vrai. Mais je vais plutôt donner à la FSF ou des trucs comme ça. Et donc, du coup, le fait, c'est que tout le monde, entre nous, on utilise tous du libre, ne serait-ce que VLC, quoi. Si tout le monde donnait 1 € à VLC, il y aurait une autre puissance financière. Si tout le monde donnait, 5 € à la Document Foundation pour LibreOffice, les gens me diraient peut-être, ouais, mais c'est pas aussi joli que Microsoft Office. Parce que, oui, il y aurait plus de moyens pour payer des graphistes, pour payer des designers, faire des jolies icônes. Mais là, voilà, personne donne d'argent. Et c'est valable pour tout. Après, chez Mozilla, ils ont peut-être pas trop besoin d'argent. Donc, ils ont eu besoin. Maintenant, ça devrait bien se passer, mais c'est peut-être pas gagné pour l'avenir. Et voilà. Et donc, à chaque fois, il faut se poser la question de se dire, voilà, j'utilise un logiciel libre, le développeur fait du libre, et il faut que je l'encourage à le faire. Donc ça, c'est nous en tant que simple utilisateur. Après, il y a les entreprises. Pour les entreprises, la démarche est un peu différente. La démarche pour une entreprise, c'est se dire, je fais le choix d'un logiciel libre. Alors déjà, il ne faut pas qu'elle fasse le choix parce que c'est moins cher. Parce que si elle fait le choix parce que c'est moins cher, le projet va échouer. Oui. Pourquoi? Parce qu'ils ne vont pas mettre les moyens humains, ils ne vont pas mettre les moyens financiers, ils ne vont pas mettre les moyens techniques, il n'y aura pas de conduite du changement, ils ne vont pas mettre d'argent dans le code. Bref, généralement, ils prennent une solution libre parce que c'est moins cher pour l'acheter 1 an, 2 ans plus tard parce qu'ils n'avaient juste pas les moyens de s'acheter la solution dont ils avaient envie, qui n'est pas libre. Il n'y a pas de secret, le libre sans argent, ça marche pas plus. Exactement. Et donc, du coup, il faut éduquer les clients pour leur dire, voilà, quand vous faites un choix d'un logiciel libre, c'est peut-être pas une dépense informatique que vous faites, c'est peut-être un investissement. Et cet investissement, faut peut-être le protéger. Et pour protéger cet investissement, ça passe par 2 choses. 1, protéger l'entreprise qui édite et qui maintient le logiciel, si c'est une entreprise. 2, arrêter de penser que la communauté, c'est l'autre. C'est vous, la communauté.
Et donc essayer de réfléchir à si j'injecte de l'argent, si je commande du code nouveau, si je paye la maintenance du code ancien. Si je mets à disposition 1, 2, 3 salariés pour faire évoluer le projet. Ouais. Peut-être, ou peut-être payer quelqu'un d'autre. Voilà. Donc c'est pour ça que je dis que c'est un investissement et c'est pas une dépense. Voilà. Quand on fait le choix d'un logiciel libre, c'est pas du papier toilette. C'est pas un truc qu'on prend, qu'on consomme et après, une fois qu'il y en a plus, on rachète ou je sais pas. C'est vraiment, ça reste, faut voir ça comme on achète un peu les murs de son siège social, et donc du coup, il faut protéger, il faut l'entretenir, voilà. Alors, à court terme, tout ce que je dis, ça peut éventuellement coûter un peu plus cher. Pour moi, c'est au même prix que le pas libre, mais surtout, les gains se font à moyen et long terme. Parce qu'on monte en compétences, on comprend les choses, on maîtrise son système d'information, et ça, c'est quelque chose qui est vraiment mal fait par nos entreprises partout. C'est qu'elles ne maîtrisent pas leur système d'information. Moi, je trouve ça complètement aberrant. Une entreprise qui a tout son système de production, tous ses secrets industriels qui sont intégrés dans un système d'information et ils ne connaissent pas le code source des logiciels, ils peuvent pas les auditer, ils savent pas ce qui s'y passe, ils savent pas trop ce que les logiciels y font. Alors ils font des audits de sécurité, mais pas trop, parce que ça montrerait qu'il y a des failles. Et puis quand on a prouvé qu'il y a des failles, faut payer pour corriger. Enfin, voilà. Et le fait que des entreprises ne maîtrisent pas leur système d'information, moi je trouve ça complètement aberrant et super dangereux en plus. Et d'ailleurs, tu en as parlé sur Next Impact. C'est le ministère de la Défense, par exemple. C'est pas une entreprise, mais c'est une institution, le ministère de la Défense, qui renouvelle sa confiance absolue en Microsoft pour son équipement, en fait. En fait, ils ont signé cet accord cadre avec Microsoft en 2009. Alors, ce projet est assez vieux. C'est que le ministère de la Défense s'est rendu compte qu'il payait extrêmement cher ses licences Microsoft. Ils payaient beaucoup plus cher qu'une grosse entreprise de taille équivalente. Donc du coup, ils ont commencé à discuter. Et Microsoft leur a fait cette proposition de 100 € par poste. Donc il y avait 188 000 postes extensibles jusqu'à 240 000. Donc ça fait une option d'achat de 5 millions d'euros, juste ça. Et ils pouvaient choisir dans 57 logiciels édités par Microsoft avec un nombre d'installations qui est plutôt large, on va dire. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, waouh, alors, on est en train de prendre du logiciel d'une seule société, donc, comme c'est un peu open bar, parce qu'on peut utiliser à peu près autant qu'on veut de logiciels sur un nombre grand de postes, il va y avoir une uniformisation. Donc, un virus, une bombe logique et tout ça, comme c'est tout la même version, le même logiciel, on détruit complètement le système d'information d'un coup. Donc pour la défense nationale d'un pays, c'est peut-être un peu gênant. Je me suis dit que voilà, c'était aussi l'arrêt des petits contrats avec des PME françaises qui font du libre et tout ça. Effectivement, ça a été le cas. Le logiciel libre qui était installé aussi par les militaires, il y avait beaucoup de serveurs sur OpenBSD, par exemple, notamment tous les routeurs. Il y en a beaucoup qui sont passés sous Windows Server. Un petit peu étonnant pour moi, mais voilà, il y a des choses comme ça. Et donc du coup, quand j'ai vu le renouvellement, je savais qu'ils étaient obligés de renouveler. Ils ne pouvaient pas faire la transition comme ça. C'est trop coûteux, c'est trop compliqué pour un ministère qui a du mal à se moderniser quand même, qui a peu de moyens pour ça, qui a perdu ses moyens humains techniques, parce qu'il y a eu un abaissement du niveau des informaticiens au sein du MINDEF, même s'ils restent quand même de très très bons. Je parle au niveau global. Voilà, un informaticien moyen, il installe une imprimante, une souris, voilà. Il s'est créé un compte dans un domaine Exchange et ça s'arrête là. En fait, plus ils confient le job à Microsoft et moins ils ont besoin d'entretenir leurs compétences. Exactement, exactement. Et c'est un peu pareil au ministère de l'Intérieur. Donc deuxième gros ministère régalien quand même. Ministère de l'Intérieur, c'est aussi Microsoft qui fait la maintenance et la gestion. Donc je ne suis pas allé auditer parce que je ne suis pas agréé pour, mais j'aimerais bien savoir si les ingénieurs de Microsoft ont accès à tous les fichiers de police. Par exemple, ça peut être intéressant. Donc, alors, quand je disais ça en 2010, je disais voilà, c'est pas bien, c'est dangereux, etc. On me disait ouais, mais t'es gentil, enfin ça va, ça coûte moins cher. Et puis arrivait Snowden avec ses révélations, et là j'ai dit les gars, réfléchissez maintenant. Voilà. Libre, tout ça, le code. Transparent. Mais Snowden, il a fait beaucoup de bien au libre, en fait.
Alors, est-ce qu'il a fait du bien disons qu'on s'en sert beaucoup dans le libre pour expliquer justement que on a tout intérêt à maîtriser les choses. Je dirais que oui, il a fait du bien au libre parce qu'en Inde, ils ont commencé à faire une distribution étatique. Voilà. Et enfin, ça fait longtemps qu'il avait commencé, mais là, il commence vraiment à l'utiliser, à la déployer. En Russie aussi, en Chine, ça fait très longtemps. Et donc, eux, ils ont la maîtrise de leur système d'exploitation. Je connais 4 pays qui ont une maîtrise de leur système d'exploitation. Donc l'Inde, la Russie, la Chine, parce qu'ils ont leur propre distribution GNU Linux étatique. Après, les États-Unis, parce que de toute façon, ils ont Microsoft. Et puis, il y a peut-être un peu Israël aussi, ils ont une section qui est très très douée au niveau militaire. Donc, je me demande à quel point ils n'ont pas le code source de Windows. Sachant que l'État français ne l'a pas, le code source de Windows. Non. Il a été refusé, alors qu'il avait été demandé. Mais bon. De toute façon, on suivra. Tu reviendras dans le 56 Cast, continue de nous parler de l'évolution comme ça du paysage du logiciel libre. Un de ces 4. Avec plaisir. Formidable. Merci Laurent. Et on va passer au potager du web. C'était ce week-end dans le désert du Nouveau-Mexique à Alamogordo. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des pelleteuses qui ont fait une tranchée dans une sorte de décharge un peu à ciel ouvert dans le désert. Pourquoi faire? Pour retrouver des cartouches de ce jeu-là. C'est un peu le jeu le plus moche que j'ai vu de ma vie, non? Oui, c'est le plus moche, le plus injouable surtout, c'est E.T. l'extraterrestre, sorti donc fin de l'année 82. Et pourquoi est-ce que c'est important? Parce que, alors on tombait dans des trous, et on tombait beaucoup dans des trous dans le jeu E.T. l'extraterrestre en 1982, sur Atari 2600. Pourquoi? Parce que la légende voulait jusqu'ici que, suite au flop de E.T. l'extraterrestre, qui avait été tiré à plusieurs millions de cartouches et assez mal vendu, eh bien ça a déclenché d'une part la crise du jeu vidéo en 1983 sur le territoire américain, c'est-à-dire qu'il y a eu un vrai crack, c'est-à-dire entre 1983 et 1985. Eh bien, il n'y avait plus de jeux vidéo aux États-Unis, pratiquement. Ça devenait complètement... la mode avait duré 10 ans, entre 72 et 82, et puis le jeu vidéo était une mode passagère. Bref, donc en 1980... Et tout ça, la légende voulait qu'en plus, les millions de cartouches avaient été débarqués par 4 camions, 4 grands containers dans le désert du Nouveau-Mexique. En fait, à l'époque, c'était des articles dans le New York Times, un presse locale et la presse locale. New York Times et presse locale. En fait, la presse locale d'abord repris par le New York Times en 1983, qui disait que Atari avait perdu 310 millions de dollars dans l'année, parce qu'il y avait eu une chute des ventes de jeux vidéo. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Mais ça restait une légende. C'est assez marrant dans les historiens du jeu vidéo. C'était vraiment, il semblerait, il paraît, la rumeur veut que Atari ait largué comme ça des milliers, voire des millions de cartouches dans le désert du Nouveau-Mexique à Alamogordo. C'est génial comme histoire. Et donc, en fait, récemment, il y a une équipe de Full Entertainment Studios qui a été fait, donc c'est un studio de production de documentaires qui a été financé par Microsoft, la branche Xbox Live de Microsoft, pour aller creuser, faire un documentaire sur on va retrouver les cartouches d'E.T. Il faut savoir qu'il y avait un groupe, ça fait à peu près 30 ans qu'ils les cherchent. Hein. Ouais. Ils ont un peu sondé tout le désert. Mais ça dure tellement longtemps, ça ressemblait tellement à un fantasme que moi j'étais persuadée que ça n'existait pas. Et ça existait. Et il y avait des témoins, notamment il y avait certain Joe Lewandowski, qui est donc un gérant de la décharge, des déchets à Alamogordo, qui avait vu comme ça les camions arriver en 1983, et donc il savait à peu près où ça allait. Et puis surtout, il fallait les autorisations de la ville d'Alamogordo pour aller faire des fouilles avec des pelleteuses dans le désert. Et donc, en fait, ça a été fait donc le week-end dernier et ils les ont trouvés. Ça a été l'événement un peu du week-end sur Twitter et sur ce genre de choses. Et là, il y a une vidéo de Xbox sur le Xbox Live. Et là, c'est la première cartouche trouvée de E.T. dans le désert du Nouveau-Mexique. Alors un peu d'histoire quand même pour expliquer pourquoi c'est le plus mauvais jeu vidéo, pourquoi le crack monte très très vite.
En fait, ce qui s'est passé en 1982, on est en début 82, l'Atari VCS 2600 s'est vendu à des dizaines de millions d'exemplaires. Et en fait, mais il y avait un truc, c'est que c'était tellement à la mode le jeu vidéo que tous les jeux vidéo se vendaient. C'est-à-dire, vous pouvez sortir la pire bouse, ça se vendait. Et en fait, du coup, la conséquence, c'était quoi? Que les développeurs de jeux se sont dit, pourquoi passer du temps à faire des bons jeux si tous nos mauvais jeux se vendent? Et là, arrive début 1982, en mars 1982, un des jeux les plus attendus de l'Atari 2600, qui est l'adaptation du best-seller d'arcade Pac-Man, excellent jeu. Et en mars 82, Pac-Man arrive, débarque. Il est vendu directement à 7 millions d'exemplaires, 7-8 millions d'exemplaires, c'est le jeu le plus vendu de l'Atari 2600, et c'est une énorme bouse. C'est-à-dire que ça ne se joue pas, enfin c'est laid, c'est moche et tout ça. Et donc ça, déjà, grosse déception de la part de beaucoup d'utilisateurs de l'Atari 2600 avec ce Pac-Man, et arrive fin de l'année, E.T. Entre-temps, il y a le blockbuster de Spielberg qui sort, le film. Atari rachète les droits pour 20 à 25 millions de dollars, mais il faut absolument sortir le jeu pour Noël, parce que ça va se vendre, parce que ça va rembourser tout ça. Et donc, en fait, il donne 5 semaines, entre 5 et 6 semaines, à un certain Howard Scott Warshaw pour développer le jeu. C'est pas gentil de balancer, hein, franchement. Mais non, mais il le revendique, il était là. Il était dans le désert à faire, à donner des interviews et tout ça, c'est marrant. Et ce qu'il dit, lui, c'est, voilà, j'ai mis 5 semaines et j'ai créé une pièce de la culture populaire. C'est peut-être le plus mauvais jeu de tous les temps, mais en fait, encore, les gens en parlent, ça devient un sujet de conversation, et donc j'ai créé quelque chose quand même. Il est très fier de son E.T. Peut-être pas en tant que gameplay, mais voilà. Et donc c'était 5 semaines de développement, et en fait le jeu d'une part est laid parce qu'on l'a vu, mais en plus il est injouable, c'est-à-dire qu'il faut récupérer les pièces d'un téléphone dans des trous, on tombe dans des trous, il n'y a aucune précision, pour faire venir son vaisseau, il faut recommencer 7 fois, 8 fois, avant de voir une fin éventuelle, mais c'est tout le temps la même chose. Et il y a des mecs qui vont nous chercher, qui nous ramènent dans une sorte de temple, on comprend rien. Enfin bon, c'est très étonnant. Et c'est un mythe comme ça. C'est assez rigolo de voir une légende urbaine vérifiée par les pelleteuses dans le désert du Nouveau-Mexique. Alors ils n'ont pas trouvé qu'une cassette, hein, ils en ont trouvé plusieurs, et de plusieurs jeux. Je crois qu'il y a des cassettes de centipèdes, des cartouches, pardon, pas des cassettes, des cartouches de centipèdes, des cartouches de missiles commande qui ont été trouvées aussi avec E.T., voilà, c'est confirmé. Et Roswell, c'est résolu aussi, du coup? Tu vas rire, mais en fait, avec cette vidéo, il y a commencé à y avoir des conspiracies terroristes, parce que, ah ouais, non, mais ils sont allés dans le désert du Mexique, mais vu qu'ils ont financé l'opération, bah, ils ont placé eux-mêmes les cartouches dans la décharge pour pas qu'ils soient venus pour rien. Voilà, sachant qu'il y avait quand même, je crois, une centaine de témoins qui étaient là, qui étaient sur place autour des pelleteuses. Ouais, mais ils sont venus la veille. Non, mais il y a... La nuit. Non, mais c'est ça, hein, c'est vrai. Bah voilà, c'était E.T. Moi, ça m'a fait chaud au cœur quand même. Voilà, on va. Merci, hein, Laurent. Bah, merci beaucoup pour l'invitation. Et nous, on va terminer. C'est la tradition. Hein, on va terminer par les poils. Ouais. C'est un chaton, il a 9 jours et c'est filmé par Nicky Driver. Sa propriétaire est une vétérinaire. Parce que nous, on n'adopte pas des chatons à 9 jours. Hein. Soyez raisonnables. Oh oui. Pauvre petit. Il a beaucoup de poils pour 9 jours. Ah, c'est des crevettes. Je sais pas. J'ai jamais eu de chaton. T'as jamais eu de chaton? Non, mais je voulais dire, j'ai jamais fait de chaton. Oh. Voilà, bah encore merci, hein, Laurent. Sur le site de la FUL, on mettra un lien vers ta tribune sur Libération. Ouais. Voilà. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine sur Libération et sur nos lives. Salut. Ciao. Au revoir.